vous savez que les idées sont suffisamment claires quand on parle de la prévention secondaire. Elles sont encore floues quand on parle de la prévention primaire. Même les recommandations ne sont pas toujours claires sur ces indications-là. Quand on voit le pourcentage de morts subites chez les gens qui ont une fonction ventriculaire gauche altérée, eh bien, c'est autour de 30% dans les grandes études. Avec l'amélioration du traitement médical, ce risque a diminué. Et on voit très bien que l'apport des SGLT2 et des inhibiteurs de la prélazine ont nettement diminué la mort subite, mais ce risque, il persiste. D'un autre côté, vous avez cette réalité que l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable est sujet de problèmes. Ainsi, 8 à 5% des patients qui vont être implantés par un défibrillateur auront des problèmes dont l'implantation immédiate. Et donc, toute la réflexion qui doit être menée dans la prévention primaire, c'est de voir comment améliorer la fraction d'éjection, parce qu'on sait que lorsque la fraction d'éjection s'améliore, on va diminuer le risque de mort subite. Mais d'un autre côté, il va falloir sélectionner les patients pour tirer un bénéfice au maximum de l'implantation d'un défibrillateur. La première règle, c'est que toute altération de la fonction ventriculaire gauche nécessite un traitement par les 4 thérapeutiques. On sait que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARNI, les bloqueurs des minéralocorticoïdes, les bêta-bloquants et les SGLT2 diminuent le risque de mortalité. Deuxièmement, vous avez une réflexion à mener sur la prévention primaire. Et ma première réflexion, est-ce que la fraction d'éjection elle est suffisante pour stratifier les patients de risque mort subite? Et vous allez voir que la majorité des études qui ont été faites ont été basées justement sur ce risque de fraction d'éjection, avec parfois des frontières floues, 35, 40, etc. Ensuite, de séparer l'ischémie de la cardiomyopathie non ischémique. Et enfin, je dirais un mot sans m'attarder sur le risque de mort subite en prévention primaire chez les sujets qui ont des cardiopathies héréditaires. Cette plaque est très importante. Tout ce qui a été fait sur le défibrillateur, regardez, c'est tout ce qui a été fait, c'est fraction d'éjection, soit isolée, tel que m'a dit 2, soit plus quelque chose, Holter, exploration électrophysiologique, insuffisance cardiaque. Et donc, la pierre angulaire de la stratification est la fraction d'éjection. Deuxième élément très important, regardez le suivi de ces patients qui ont eu un infarctus du myocarde avec une revascularisation chirurgicale, qu'à partir du 6e mois, le risque rythmique devient relativement homogène, quelle que soit la fraction d'éjection, et il va même, à partir de la première année, être égal pour les fractions d'éjection entre 30 et 40% ou au-delà de 40%. Et donc, il va falloir mener quand même la réflexion, est-ce que la fraction d'éjection toute seule, elle est capitale? Ce travail que personnellement j'aime beaucoup, il a vu l'évolution du risque rythmique chez les gens qui ont retrouvé une fraction d'éjection correcte. Regardez le deuxième. Ici, il y a une fraction d'éjection qui a été hors zone d'indication de défibrillateur. Et on se posait la question, quand on est arrivé au moment du changement du défibrillateur, est-ce qu'il fallait le changer ou pas? Eh bien, la réponse, c'est que malgré l'amélioration de la fraction d'éjection, 17% des patients au bout de 3 ans, ont eu des chocs appropriés. C'est-à-dire que la fraction d'éjection, l'exemple, c'est la fraction d'éjection préservée. Regardez ces études, mort subite dans 40%. La fraction d'éjection, maintenant, est reconnue comme insuffisante pour stratifier les patients, car elle manque de spécificité
et de sensibilité. Et vous savez qu'il va falloir quand même avoir une vision beaucoup plus globale, où l'ECG est important, où la biologie en particulier, le NT-proBNP, où la génétique est importante et où l'approche multimodalité est importante dans l'évaluation du ventricule gauche. Et l'IRM aura une place très importante dans la stratification des malades qui ont besoin d'un défibrillateur. Malheureusement, les recommandations de 2022, les recommandations européennes, quand on prend la cardiopathie ischémique, regardez, on commence le flowchart, c'est la stratification par la fraction d'éjection. La fraction d'éjection est 36-40, inférieur à 35, c'est parfois difficile. Qu'est-ce qu'on fera de ce 35 par exemple ou de ce 41? La fraction d'éjection reste dans la stratification un élément qui est important. Deuxièmement, très importante, c'est vraiment le regain d'intérêt de la stimulation ventriculaire programmée dans la cardiopathie ischémique, car vous savez, quand vous avez du myocarde sain à côté de la fibrose, vous avez des réentrées, et quand le malade est à haut risque, en particulier quand elle a des extracystes ventriculaires ou des salves sur le holter, le déclenchement d'une tachycardie ventriculaire monomorphe soutenue est un élément qui plaide pour l'implantation d'un défibrillateur. Quand on ne déclenche rien du tout, eh bien, il faut implanter un ILR, un implantable loop reducteur. Par contre, vous devez savoir que c'est non remboursé au Maroc et ça coûte 30 000 dirhams. Donc, stimulation ventriculaire programmée a grand regain d'intérêt dans la stratification des patients. Et vous voyez que dans cette classification, il n'y a pas de place encore pour l'IRM, il n'y a pas de place pour des éléments comme l'électrocardiogramme. Or, vous avez, quand il y a un bloc gauche, par exemple, quand vous avez des ondes Q de nécrose sur l'électrocardiogramme, ce sont des éléments qui doivent pousser, car le risque rythmique est important, qui doivent pousser à l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Le vaste monde des cardiomyopathies, je vais essayer d'aller vraiment très doucement. D'abord, la cardiomyopathie rythmique, c'est une contre-indication à l'implantation du défibrillateur. Il va falloir traiter médicalement ces patients ou faire des ablations. Deuxièmement, j'ai choisi ce papier de 2014 qui donne deux idées importantes. La première, c'est que l'IRM est incontournable dans la cardiomyopathie pour stratifier le risque rythmique. Et deuxièmement, il va falloir utiliser autre chose que l'imagerie. Il va falloir scorer les malades. Et la plupart des pathologies, que ce soit la cardiopathie hypertrophique, la dysplasie, la cardiomyopathie non dilatée, la LMNA en particulier, vous avez des scores qu'il va falloir utiliser pour approcher au plus le risque rythmique. Et regardez, et là ça me fait plaisir, quand vous voyez l'organigramme, comment dérouler le malade, dès que vous avez une suspicion de cardiomyopathie dilatée, eh bien l'IRM vient en premier lieu. L'IRM, dans cette stratification, elle vient en premier avant de descendre plus bas. Ensuite arrivent les tests génétiques, et quand on a des tests génétiques, en particulier la LMNA, avec un certain nombre de critères, on va vers le défibrillateur. Et quand on n'a pas de test génétique en faveur, eh bien on va analyser la fraction d'éjection. Moins de 35%, c'est un défibrillateur. Plus de 35%, pas de défibrillateur. Et vous voyez que dans ces recommandations, eh bien, ça ne passe plus. Dans ces recommandations, on n'a plus d'indication de classe 1 dans les cardiomyopathies. Voici le type de score dans la LMNA risque. Vous avez le grand changement dans ces recommandations, c'est qu'on met moins de DEF, on est passé de 1 à 2A, et qu'on fait plus d'ablation pour ces cardiomyopathies dilatées. Les cardiopathies spécifiques, d'abord la cardiomyopathie rythmique avec ses trois formes phénotypiques, la droite, la mixte et la gauche. Et vous savez que la seule case qui nous intéresse en particulier en tant que rythmologue, c'est la deuxième. C'est la première case, on met un défibrillateur sans discuter. C'est cette case-là qui est importante. Chaque fois que vous avez une syncope, une tachycardie ventriculaire non soutenue ou une dysfonction ventriculaire droite ou gauche, il va falloir quand même penser mettre un défibrillateur chez ces patients-là. Et là, vous voyez qu'on a amélioré l'indication de défibrillateur par rapport aux anciennes recommandations de 2015 dans cette catégorie de patients. La cardiopathie hypertrophique, regardez cette approche, l'oreillette est importante.
quand l'oreille est dilatée, les gens sont à haut risque de mort subite, et ça on le connaît depuis longtemps. On sait que les gens qui ont de la fibrillation atriale, par exemple, feront plus de morts subites. Et là aussi, il faut scorer les malades. Et quand vous scorez les malades, vous allez avoir un pourcentage de risque. Et à partir d'un certain pourcentage, on va donc implanter un défibrillateur. Regardez ici, par exemple, que lorsque vous avez l'IRM, le rôle de l'IRM, quand vous avez un rehaussement tardif de plus de 15%, vous indiquez un défibrillateur. La sarcoïdose, plusieurs éléments sont importants, la fraction d'éjection, 35, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette approche d'abord électrique. Lorsque vous avez des troubles de la conduction, et vous devez plutôt poser un défibrillateur qu'un pacemaker. Quand vous avez des troubles rythmiques, la stimulation ventriculaire programmée, en particulier quand la fraction d'éjection n'est pas très altérée et intéressante pour skinner les malades, et l'IRM également pour montrer un substrat. Les cardiopathies électriques, eh bien, on ne va pas pouvoir tout dire sur ces pathologies. Je vous ai mis en rouge ce que je juge relativement fréquent, les syndromes de QT en particulier lents, et les anomalies de l'angiologie, que ce soit un Brugada ou la repolarisation précoce. Eh bien, sachez que dans tous les cas, il n'y a aucune indication de prévention primaire en absence de symptômes cliniques de défibrillateur dans ces pathologies. Aucune indication dans ces recommandations. Et vous voyez que, de toutes les manières, il va falloir céder à des recommandations générales, prescrire les bêta-bloquants, en particulier quand il n'y a pas de symptômes. Mais vous voyez que toute la discussion des défibrillateurs va être chez des sujets qui ont des symptômes. Et donc, on n'est pas dans cette catégorie de choses. La deuxième indication, c'est le syndrome de Brugada. Je vous rappelle que c'est surtout le type 1 qui est important, c'est-à-dire le sus-décalage englobant l'onde de T en V1 et V2, et que ce syndrome de Brugada, la même chose, quand il n'y a pas de signe clinique, eh bien, il va falloir éviter le défibrillateur chez ces patients-là. Et j'ouvre une parenthèse, que le défibrillateur est sous-cutané est plutôt indiqué chez ces gens-là que le défibrillateur endovasculaire. La quinidine rend service puisqu'on sait que le nombre de chocs diminue énormément chez les patients qui ont un syndrome de Brugada. Donc, pensez prescrire des quinidiniques quand vous avez un syndrome de Brugada ou une repolarisation précoce. Cette repolarisation précoce, elle est fréquente, difficile à juger en Afrique. On a lancé un travail chez les sportifs pour voir quel est l'impact de cette repolarisation avec un gradient Nord-Afrique, Afrique centrale et Afrique du Sud. C'est difficile de retenir le caractère pathologique. Retenez quand même ce crochetage, le crochetage terminal au niveau de l'onde R, à la fin de l'onde R. Regardez ici ce sus-décalage et en particulier ce segment ST descendant qui sont reliés dans cet excellent travail de Bordeaux à la mort subite. Donc là aussi, pas d'indication de défibrillateur en prévention primaire. Il va falloir surveiller les malades et c'est tout. Il n'y a pas d'indication de défibrillateur. La quinidine peut également rendre service chez un certain nombre de patients. Alors, pour terminer, je ne suis pas loin, l'approche du risque rythmique, eh bien, elle est loin de répondre à ce caractère classique qui est la fraction d'éjection. Et à mon avis, il va falloir une approche par 5 paramètres. La clinique, les notions d'antécédents de mort subite et la syncope sont très importantes. La génétique, les biomarqueurs, l'imagerie et les paramètres purement électriques. Et vous allez voir qu'on a un certain nombre de données qui sont intéressantes. L'échographie, la fraction d'éjection, le strain, on sait qu'il est particulièrement important, et l'IRM qui est très intéressante, en particulier le rehaussement tardif, qui va nous permettre d'approcher la cicatrice et donc l'homogénéité et même orienter les techniques d'ablation quand on s'attaque à une ablation de fibrose sur le ventricule gauche. Et donc, retenez que c'est très important que quand on met un défibrillateur, il va falloir être simple en prévention primaire. Un défibrillateur monochambre, c'est une indication classe 1A, sauf si les malades présentent
une insuffisance cardiaque où il va falloir resynchroniser les malades lorsqu'il y a le critère. Et je termine en disant qu'il y a peu de changements dans ces dernières recommandations dans la prévention secondaire. La prévention primaire, la fraction d'éjection a perdu son rôle. Il faut une approche multiparamétrique de l'imagerie, l'échographie, l'IRM, et intégrer l'électricité, les biomarqueurs, l'importance de l'ablation. Et il faut dire qu'on doit commencer à travailler dès maintenant, comme l'a dit Saint-Exupéry, car le présent n'est qu'un avenir qui est bien ordonné. Je vous remercie.